Et si vous partiez pour un tour du monde avec Intermed? Consultez vite le site intermed.com pour découvrir nos prochaines escales. Chaque semaine, plusieurs conférenciers Intermed vous donnent rendez-vous pour une conférence en direct sur une destination regorgeant d'histoire et de culture. Inscrivez-vous gratuitement aux conférences de votre choix et vivez une expérience. Alors rejoignez-nous sans attendre et parlez-en autour de vous. Votre tour du monde vous attend. Bien, bonjour à tous. Donc, nous restons en France et je vous emmène à Arcachon visiter la ville nouvelle d'Arcachon. Donc, la ville nouvelle d'Arcachon, c'est une enclave dans la ville d'Arcachon, une enclave qui a servi de ville de cure pendant la période hivernale. Donc, la ville d'hiver est une enclave, comme je le disais, au sein de la ville d'Arcachon et a servi de cure pendant la période hivernale pour soigner de la tuberculose. C'est la raison pour laquelle on a pu la qualifier, on l'a appelée, on a dit que la ville était une ville dont les princes étaient des médecins, parce qu'effectivement, son caractère de ville de cure la mettait entre les mains des médecins. Mais c'est une ville tout à fait particulière, c'est une partie de la ville d'Arcachon tout à fait particulière, avec une architecture assez exubérante, vous le voyez sur cette photographie, ces villas avec des décors très riches. Et donc, on a appelé aussi cette ville la ville balcon d'argent, parce que les villas sont toutes décorées avec des bois ciselés qui lui donnent cet aspect de ville au balcon d'argent. Donc, je vais effectivement dérouler mon exposé à partir de différents points. Je vais d'abord, bien sûr, vous présenter la ville d'hiver dans son contexte géographique, au sein du bassin d'Arcachon, le bassin d'Arcachon étant lui aussi au sein du littoral aquitain. Puis j'évoquerai bien évidemment comment cette ville tout à fait particulière, cette ville d'hiver est née, pourquoi elle a été créée, et quelle a été son histoire, autour des dizaines d'années où elle a prospéré, où elle a été largement fréquentée. Et puis on parlera bien sûr de son organisation, son urbanisation, son urbanisme, sa conception urbaine, et puis les éléments clés que sont ces villas, qui sont un des éléments phares de la ville d'hiver, la richesse, l'architecture de ces villas, toutes différentes les unes des autres, mais répondant quand même à des caractéristiques qui leur sont propres. Et puis, on abordera aussi sa fréquentation. Elle était très fréquentée par de nombreuses célébrités, en particulier des écrivains, des peintres, et donc je vous parlerai de cette fréquentation d'écrivains, de peintres, en faisant notamment un point particulier sur la fréquentation par Gabriele D'Annunzio, cet écrivain italien bien connu, et puis par les peintres. Et je ferai là aussi un petit point particulier sur la présence de Pierre Bonnard à Arcachon, qui a beaucoup peint à Arcachon, des tableaux célèbres qui ont été des éléments marquants dans son œuvre de peintre. Et puis j'en terminerai avec, bien sûr, on est au sein du bassin d'Arcachon, et on ne peut pas ignorer quelques richesses du bassin, donc je terminerai par quelques vues des éléments phares du bassin d'Arcachon pour vous resituer cette ville d'hiver, d'abord effectivement dans la ville d'Arcachon, et puis dans le bassin d'Arcachon avec ses richesses naturelles tout à fait particulières. Donc je démarre avec sa situation géographique. Vous avez là trois vues trois images qui montrent la première, ce littoral aquitain, c'est un littoral très particulier, 200 km de long, depuis la pointe de Grave au nord jusqu'à l'embouchure de la Doue, un littoral linéaire, la mer bordée par un cordon lunaire, et à l'arrière-plan du cordon lunaire, cette forêt landaise qui a été plantée de pins à la fin du XVIIIe siècle, et donc qui est aujourd'hui une forêt importante, avec une activité sylvicole importante. Donc ce linéaire de 200 km et avec une rupture au milieu, cette rupture constituée par le bassin d'Arcachon, qui est donc un ensemble naturel très caractéristique, avec une faune, une flore tout à fait particulière, et donc qui va donner naissance à la ville d'Arcachon, le Cap Ferré et l'ensemble des sites autour de ce bassin d'Arcachon. Donc la ville d'hiver va se situer dans la troisième vue, dans la partie au sud, la partie verte, qui borde l'urbanisation d'Arcachon. La ville d'hiver va se situer dans la partie forestière d'Arcachon, dans les dunes boisées d'Arcachon,
donc en bordure de la partie qu'on appelle balnéaire, qui est la partie la plus construite d'Arcachon. Ce bassin d'Arcachon et la forêt landaise qui le borde est un milieu naturel qui est riche de par sa diversité, riche de par les activités qui s'y déroulent, notamment la sylviculture, mais aussi le gémage. On voit sur l'image de gauche une image de ce qu'on appelle le résinier qui récolte la résine des pins de la forêt landaise. Cette résine va être utilisée après dans l'industrie chimique et aura une certaine renommée dans son utilisation par l'industrie chimique. Donc, d'une part, la forêt landaise, la sylviculture, le gémage, et puis l'autre aspect bien connu du bassin d'Arcachon, c'est l'ostréiculture. L'ostréiculture, qui effectivement est une activité ancienne, mais qui perdure et qui prospère aujourd'hui de manière importante. Donc, ces deux activités sont les éléments clés des activités traditionnelles. Donc, on voit ces images, on voit ces tableaux. À gauche, c'est un tableau d'un peintre belge, Joseph Georges, qui a vécu longtemps à Bordeaux et qui a fait de nombreux tableaux de la région d'Arcachon. À droite, c'est un peintre parisien, Firmin Girard, qui a été à plusieurs reprises à Arcachon et qui a fait des tableaux de cette région d'Arcachon avec ses activités d'ostréiculture. Mais c'est un paysage qui, au XIXe siècle, n'était pas très attractif. C'est un paysage de marécage et qui, effectivement, spontanément, n'attirait pas la fréquentation. D'ailleurs, Stendhal, visitant les Landes en 1838, décrit ainsi le bassin d'Arcachon. C'est le pays le plus triste du monde. L'eau y est couleur de café et le sable est à peine couvert de temps à autre par les pins que l'on écorche pour avoir de la résine. Donc Stendhal décrit de manière assez négative ce bassin d'Arcachon qui, à l'époque, n'attire pas grand monde au-delà effectivement des activités traditionnelles que sont l'ostréiculture et le gémage. C'est en effet un milieu naturel complexe, difficile de par les éléments naturels qui le composent, la force, la dynamique du littoral, l'océan Atlantique avec ses courants, donc des mouvements de la mer qui s'opèrent et qui confèrent une difficulté pour imaginer des aménagements sur ce bassin. Et puis, le massif dunaire, aussi fragilité du massif dunaire, c'est seulement donc à la fin du XVIIIe siècle, par l'ingénieur Brémontier, bien connu, que les tentatives de fixation des dunes ont été opérées. Ces premières tentatives, d'ailleurs, ont été menées à l'arrière d'Arcachon, dans la forêt de la Teste, et ces tentatives se sont révélées positives, et donc on a poursuivi sur l'ensemble de la forêt landaise le travail de fixation qui avait été démarré par l'ingénieur Brémontier. Mais donc petit à petit, ce milieu a été en quelque sorte un peu dompté, acclimaté, pour le rendre plus attractif, et lui permettre effectivement d'être aménagé pour des activités nouvelles. Et donc c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître sur les bords du bassin, donc directement en front de mer, les débuts de l'activité balnéaire. De premiers hôtels commencent à se construire en front de mer d'Arcachon. C'est par exemple l'hôtel Le Galet, mais beaucoup d'autres hôtels de ce type vont se construire en bordure du front de mer pour attirer une clientèle qui commence à s'intéresser au balnéaire, à l'activité balnéaire. Et donc, dans ces années, à partir de 1820, on voit se créer petit à petit des grands hôtels, puis après des villas, mais tout en restant sur une bande littorale en bordure du front de mer. En 1858, par exemple, on recense 14 hôtels qui ont été construits. Et puis, les premières villas viennent effectivement accompagner les hôtels pour servir une clientèle qui commence à être attirée par les activités balnéaires. Les activités balnéaires vont se développer. Elles vont se développer effectivement en bordure du bassin, non pas directement dans la mer, parce que à cette époque-là, on considérait que les bains de mer n'étaient pas recommandés, et donc s'installent
en bordure du front de mer, devant ces grands hôtels, des établissements comme celui qu'on voit sur la photo, sont des établissements qui vont être un peu les prémices de la thalassothérapie, où on vient se baigner dans une eau chaude, mais sous une surveillance médicale. Donc on ne pratique pas les bains en haute mer, dans la mer directement, on pratique l'activité balnéaire dans ces établissements sous une surveillance médicale. Et donc, le côté balnéaire se développe, les villas se construisent, les gens viennent fréquenter ces lieux, d'abord issus de la région de la Thèse, puis de Bordeaux. Les négociants bordelais commencent à investir dans la région, construisent des villas, viennent pratiquer effectivement ces activités balnéaires. Et donc, la station commence petit à petit à être lancée. La station, pour son aspect balnéaire, commence à être lancée et avoir une certaine réputation. Et puis, des médecins bordelais, notamment un médecin du nom de Pereira, qui se trouve être, et on verra après que c'est important, cousin des frères Pereire, constate que finalement les travailleurs de ces activités de gémage ou de sériculture ou les marins du bassin d'Arcachon n'attrapent pas la tuberculose. Et donc font un lien entre effectivement la présence de pins, de ce climat marin, de l'air marin, des pins, et mettent l'hypothèse que l'air marin, traversant les pins, s'enrichissant par le parfum balsamique des pins, serait de nature à prévenir la tuberculose, voire à la traiter. Et donc cette idée va commencer à prospérer dans les milieux médicaux et monter jusqu'à Paris et à interpeller des partenaires financiers pour éventuellement imaginer un complexe de cure dans ce site. Et ce sont bien évidemment les frères Pereire, qui sont issus de la région aquitaine, qui sont nés à Bordeaux, qui sont très attachés à la région aquitaine, qui ont des propriétés importantes dans les Landes, qui vont s'intéresser à cette idée. Et très rapidement, ils trouvent l'idée intéressante et ils décident de s'engager dans le processus de démarrer donc une sorte de sanatorium en plein air que sera la ville d'hiver lorsqu'elle sera véritablement en fonction. Et donc pour ça, ils vont commencer par prolonger. Ils ont acquis par le biais de la Compagnie du Midi le chemin de fer qui relie Bordeaux à la Thèse, c'est pas encore tout à fait le bassin d'Arcachon, et donc ils vont prolonger la ligne de Bordeaux à la Thèse jusqu'à Arcachon pour permettre de faire venir une clientèle directement jusqu'à Arcachon. Donc les frères Pereire, séduits par l'idée, vont investir d'abord dans la voie ferrée jusqu'à Arcachon, et puis après, on va le voir, dans des infrastructures et dans des constructions immobilières pour créer véritablement la ville d'Arcachon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en évidence que cette ville d'hiver, elle est le résultat d'une coopération entre des médecins qui ont eu cette idée et qui ont mis en évidence les bienfaits du site pour la tuberculose et des financiers, des investisseurs, les frères Pereire, prêts à se lancer dans l'aventure de créer cette ville d'hiver, ce sanatorium en plein air pour accueillir des tuberculeux, on les appelait les phtisiques à l'époque, pour se soigner en période hivernale. Et donc, ils vont effectivement commencer par poursuivre la voie ferrée jusqu'à Arcachon pour desservir Arcachon. Donc, ils ont construit le prolongement de la voie ferrée, construit la gare d'Arcachon. Et puis, ce bâtiment qu'on voit là, c'était le buffet de la gare, qu'on a appelé le buffet chinois, une sorte de buffet d'inspiration asiatique, chinoise, qui était le buffet, le premier bâtiment après la gare construit à Arcachon par la Compagnie du Midi. Ils ont également démarré le processus en construisant des infrastructures nécessaires pour imaginer un aménagement urbain. Ça a été une usine à gaz et puis un château d'eau. Il fallait desservir en eau
les futures constructions. Donc, les frères Pereire ont construit des équipements nécessaires pour procéder à l'urbanisation qui va se développer progressivement sur ce site des dunes plantées à l'arrière de la partie balnéaire qui s'était développée quelques dizaines d'années auparavant à Arcachon. Pour ça, ils vont acquérir une centaine d'hectares de dunes plantées, donc sur la hauteur, en retrait par rapport effectivement à la bordure construite en fond de mer. Ils vont acheter 110 hectares, une partie à titre personnel. Émile Pereire achète une partie à titre personnel et l'autre partie par la Compagnie du Midi. La partie à titre personnel va servir pour construire sa propre villa et puis pour construire des villas qui seront louées donc aux curistes qui viendront profiter de la cure de la vie d'hiver d'Arcachon. L'autre partie de la Compagnie du Midi sera destinée à construire des villas, donc à vendre des terrains à des propriétaires pour construire leur propre villa. Donc deux grands lotissements sur 100 hectares acquis par Émile Pereire à titre personnel pour une partie et la Compagnie du Midi pour une autre partie. Ils construisent aussi, dans la suite des infrastructures qu'ils ont réalisées, ils construisent aussi un casino, élément sera très important, casino mauresque, donc d'inspiration prenant ses sources depuis l'Alhambra de Grenade et la mosquée de Cordoue. Et donc ce casino d'inspiration hispano-mauresque est un élément central d'Arcachon. C'est du casino que va se développer autour du casino un parc paysager important, avec un kiosque à musique. Et puis, la plupart des allées qui vont desservir la ville d'Ibert rayonneront à partir de ce casino mauresque. Donc, ce sera l'élément central de la ville d'Ibert et qu'on observera d'ailleurs depuis le bas d'Arcachon, depuis la partie balnéaire. On aura cette vision sur le casino mauresque. Malheureusement, ce casino a disparu. Il a disparu il n'y a pas très longtemps, en 1977. Il y a eu un incendie qui a fait disparaître cet élément, cet emblème de la ville d'Ibert. Malheureusement, le casino n'existe plus. Il reste bien sûr le parc autour du casino, le kiosque, mais le casino lui-même a malheureusement disparu. Donc on voit effectivement ce casino au cœur du parc avec ces allées qui vont rayonner sur l'ensemble de la ville d'Ibert. Émile Pereire va construire la première villa, qui est sa villa privée, la villa Pereire, que l'on voit sur ce dessin, en haut à gauche. Donc j'y reviendrai parce qu'effectivement, on parlera de la façon dont ces villas sont construites. Elle est inspirée du modèle des chalets suisses, qui a été l'inspiration des premières villas de la ville d'Ibert d'Arcachon, mais évidemment avec beaucoup de sophistication dans ces galeries, ces balcons, qui ont donné un genre tout à fait particulier à la villa chalet d'Émile Pereire. Donc, première villa, elle est construite, celle d'Émile Pereire. Et puis, donc, Émile Pereire va développer des villas, va construire des villas sur le lotissement privé pour construire des villas qui vont être destinées à la location pour accueillir les premiers curistes de la ville d'Ibert. Donc on voit ici la villa d'Émile Pereire. Et donc, début du lancement de la ville d'Ibert, les grandes infrastructures sont là, la gare est là, la voie ferrée amène le chemin de fer jusqu'à Arcachon. On commence à construire des villas, mais il faut lancer la ville d'Ibert. Il faut la faire connaître. Il faut la faire connaître pour qu'effectivement des curistes puissent venir trouver le bon air d'Arcachon à la ville d'Ibert. Pour ça, Émile Pereire va inviter simplement l'empereur Napoléon III, à venir le visiter dans sa villa Pereire qui vient d'être construite. On est en 1863,
Et donc, le 4 octobre 1963, l'empereur Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie, en remontant de Biarritz, s'arrêtent à Arcachon et rendent visite à Émile Pereire à son invitation. On les voit sur le balcon, on les distingue très faiblement. Et donc, après la visite de Napoléon III rentrant à Paris, on en parle, tout Paris en parle, la presse parisienne en parle, et donc on commence à connaître la ville d'Arcachon à Paris, la presse en parle, s'en fait l'écho, et donc déjà à Paris, dans la presse, le monde commence à s'intéresser à ce qui se passe, ce qui se développe à Arcachon. Mais il faut passer à l'étape suivante, qui est de faire connaître les aspects médicaux de la ville d'hiver. Là, on voit plus précisément sur le balcon, on voit l'empereur avec son chapeau, on voit l'impératrice Eugénie à côté, et derrière, Émile Pereire. Donc, c'est la visite, le 4 octobre 1863, d'Émile Pereire à la ville d'hiver d'Arcachon, à l'invitation d'Émile Pereire. Mais il faut faire connaître, effectivement, la ville d'hiver, ses bienfaits sur la tuberculose au milieu médical. Et donc, il se trouve qu'en 1865, le Congrès national de médecine se déroule à Bordeaux, bonne aubaine. Donc, Émile Pereire va inviter les congressistes à venir à Arcachon, voir sa villa, le site, expliquer le projet. Et donc, le congrès se déplace à Arcachon, et au retour d'Arcachon, l'ensemble des congressistes se montrent assez enthousiastes par ce qu'ils ont vu à Arcachon. Et donc, à partir de là, la presse médicale va en parler. Et donc, à la fois presse médicale, presse parisienne, presse mondaine, la ville d'hiver est lancée. Et dès ce moment-là, dès les années 65-66, les premières fréquentations vont arriver à la ville d'hiver pour engager une cure et pour traiter effectivement les tuberculeux. Donc on voit cette fréquentation de malades arriver progressivement, d'abord de la région bordelaise, puis de la région parisienne, puis l'ensemble de la France, qui vont se diriger vers la ville d'hiver pour passer plusieurs mois en hiver à Arcachon et profiter de l'air pour traiter de la maladie. La cure, en fait, est relativement simple. Il n'y a pas d'établissement, c'est un sanatorium en plein air, et donc il suffit pour les curistes de se reposer, de profiter, d'être à l'air, et de profiter du bon air d'Arcachon, de l'air, donc effectivement, d'océan, de cet air marin qui traverse les pins et qui s'enrichit du parfum balsamique des pins, et donc il y a des vertus bénéfiques pour le traitement de la tuberculose. Donc la cure consiste simplement à être au bon air, se reposer et profiter de l'air de cette ville d'hiver qui circule dans ce site de la forêt d'Arcachon. On voit ici sur cette photo effectivement une illustration d'un convalescent. C'est un extrait d'ailleurs que vous pouvez voir aujourd'hui, puisque c'est un extrait du tableau de James Tissot qui est au musée d'Orsay actuellement dans l'exposition de James Tissot et qui représente une convalescente. Donc la convalescence, c'est effectivement passé entre 11h du matin à 15h de l'après-midi, se reposer au bon air de la ville d'hiver d'Arcachon et profiter du bienfait de cet air nourricier, de l'air marin et des parfums balsamiques des pins. Après 15h, on s'occupe, et donc notamment au kiosque du Casino Mauresque, où on va écouter des concerts, on rencontre des gens, on fait des mondanités. Mais il y a des règles strictes d'hygiène. Par exemple, le port du masque pour les malades. Les malades, lorsqu'ils sortent, doivent porter un masque. Les logements qui sont, à cette époque, des logements loués, ces villas louées, sont désinfectés à chaque passage de malade.
Donc il y a toute une série de règles strictes pour se protéger et protéger les malades. Et rapidement, donc, on voit des résultats apparaître, des résultats positifs apparaître sur les malades. Donc les villas, en même temps, d'autres villas se construisent, la ville d'Hiver se densifie, la clientèle est présente. Et donc la ville d'Hiver attire de plus en plus de monde. Elle est connue à Paris, elle est connue en Europe, et donc une clientèle aisée vient passer une partie de l'hiver à Arcachon. Et cette clientèle est une clientèle de la haute société, de l'aristocratie, de la vie politique, de la diplomatie. Et donc, sa vogue, à la fois médicale, mais aussi mondaine, va se poursuivre encore assez longtemps. Et la ville d'Hiver va donc devenir un lieu de rencontre incontournable pour les membres de la haute société qui vont venir une partie, quelques semaines, l'hiver, se retrouver, se rencontrer. Certains d'entre eux sont malades, tous ne sont pas malades, venir se rencontrer dans la ville d'Hiver d'Arcachon. Ce sont l'aristocratie, les grands-ducs de Russie, les souverains du Portugal, l'aristocratie anglaise, l'aristocratie anglaise qui font d'ailleurs sa propre église anglicane, les Rajas d'Inde, les Américains, une colonie américaine. Et tout ça, toute cette société côtoie le monde politique français, du Second Empire, de la Troisième République. On note que l'impératrice Sissi passe quelques semaines en 1890. Le prince de Galles, futur Édouard VII, il vient plusieurs fois. Il fête ses 50 ans dans la ville d'Hiver d'Arcachon. La colonie russe est importante. On parle notamment de la fameuse comtesse Golubev qui poursuit ses ardeurs Gabriele d'Annunzio. Ce sont aussi les souverains d'Espagne, par exemple Alphonse XII, qui est représenté ici, qui vient passer quelques semaines à Arcachon après qu'il ait perdu sa jeune femme. Et donc à Arcachon, il réside dans une des villas de la ville d'Hiver, la villa Monaco, et il rencontre celle qui viendra sa deuxième épouse, sa future épouse, Marie-Christine d'Autriche, qui passe également quelques semaines à Arcachon. Et donc les deux, Alphonse XII et Marie-Christine d'Autriche, vont se fiancer à Arcachon en 1879. Donc la ville d'Hiver est véritablement un lieu très fréquenté, renommé, où non seulement la haute société française se retrouve, mais l'ensemble des souverains d'Europe, de l'aristocratie européenne, se retrouvent dans la ville d'Hiver d'Arcachon. Et toute cette société habite dans les grands hôtels, loue des villas qui ont été construites. La plupart du temps, ce ne sont pas les villas d'écuries, ce sont ces grandes villas qui ont été construites dans la partie de la Compagnie du Midi et pratiquent des activités. Alors certains, effectivement, sont là pour la cure, mais tous ne sont pas là pour la cure et vont pratiquer des activités. Par exemple, la chasse à courre. Régulièrement, plusieurs fois par semaine, les chasseurs se retrouvent à l'entrée de la ville d'Hiver. Il y a une petite coupure, je suis désolé, mais ça vient de se rétablir. Donc rendez-vous pour la chasse à courre, qui se poursuit dans la forêt de la Teste. On se promène dans la forêt,
et certains pratiquent la voile. Donc, pour les amateurs, des régates sont organisées, et donc, certains membres de cette société qui fréquentent la vie d'hiver se retrouvent dans le bassin pour des régates. Le soir, on assiste à des concerts dans le kiosque du casino. Vous voyez, un public important sur la photo de droite, à gauche. C'est une représentation de l'Acmé des Hauts-de-l'Île qui est donnée ce soir-là dans le kiosque de la vie d'hiver. Donc les curistes, la cure, mais bien d'autres activités pour l'ensemble de cette société qui fréquente la vie d'hiver. Donc certains sont curistes, mais tous ne sont pas curistes, et donc ont besoin de loisirs, chasse à courre, promenade en forêt, régates, spectacles, concerts le soir, et bien sûr le casino, qui est un lieu incontournable de la vie d'hiver. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'écrivains, d'artistes, de musiciens fréquentent la vie d'hiver. Parmi les musiciens, Massenet, Gounod, Saint-Saëns sont très familiers de la vie d'hiver. Les écrivains Mérimée, Paul Valéry, Gabriele D'Annunzio sont aussi des assidus de la vie d'hiver. Dans les musiciens, Gounod vient régulièrement dans la vie d'hiver, à Arcachon. Gounod est très lié à Claude Terrasse, qui est un musicien. Claude Terrasse était le professeur de musique du collège des Dominicains d'Arcachon, le collège Saint-Elme. Et donc, il a, à plusieurs reprises, fait signe à Gounod, invité Gounod à venir à Arcachon. Et Gounod a répondu à son invitation, est venu plusieurs fois à Arcachon. Il a composé des œuvres, plusieurs messes, qui est composée par Gounod à Arcachon, une messe brève. Il a occasionnellement tenu l'orgue d'Arcachon, et notamment pour sa messe brève qu'il a composée à Arcachon, ce sont les élèves du collège des Dominicains de Saint-Elme qui ont chanté cette messe brève composée par Gounod. Debussy, que l'on voit sur la photo avec sa fille était atteinte de tuberculose, et donc il est venu plusieurs fois avec sa fille à Arcachon. Donc il a fréquenté souvent Arcachon, il était dans une des villas, la Villa Marguerite, et il a un lien particulier avec Arcachon parce qu'il a rencontré Gabriele D'Annunzio, on y reviendra tout à l'heure, et Gabriele D'Annunzio lui a demandé d'écrire la musique de son martyre de Saint-Sébastien. Et donc Debussy a répondu à l'appel de Gabriele D'Annunzio pour écrire la musique du martyre de Saint-Sébastien. Après la Première Guerre mondiale, la fréquentation de curistes va baisser. Pour autant, la fréquentation de la société, de la haute société, va demeurer, mais la vocation médicale de la vie d'hiver va légèrement décliner. Elle va décliner parce que la montagne commence à s'affirmer fortement, et donc il va y avoir une concurrence forte de la montagne pour le traitement de la tuberculose. Donc progressivement, la partie médicale de la vie d'hiver va s'estomper, diminuer. La vie d'hiver reste un lieu très fréquenté, mais Arcachon devient progressivement une ville davantage balnéaire, même si elle reste fréquentée en hiver. Donc on voit effectivement station balnéaire et hivernale, même si c'est le côté balnéaire qui va prendre progressivement le dessus. D'ailleurs, François Mauriac, qui présente Arcachon dans le journal Illustration en 1933, décrit ainsi Arcachon. Arcachon rappelle les grandes vacances bien heureuses. Les enfants ont grondé parce qu'ils entraient pieds nus dans la villa, le jardin au bord du bassin, où un monsieur bordelais, un peu corpulent,
portant à la casquette l'insigne de la Société de la Voile, maniait ses jumelles marines d'un geste d'amiral, attentif aux régates qui se disputaient sous ses yeux. La course inclinait les bateaux dont la voilure touchait presque la vague. Donc on voit que quand on parle d'Arcachon, on parle à cette époque-là davantage de la partie balnéaire, même si encore une fois, la fréquentation hivernale de la ville d'hiver reste importante. Et donc la ville d'hiver va, non pas péricliter, mais progressivement, après la Deuxième Guerre mondiale, perdre un petit peu de son importance. Et c'est dans les années 70 que, notamment, l'attrait pour le patrimoine fait redécouvrir la ville d'hiver. On redécouvre son patrimoine, on redécouvre ses villas, on protège d'ailleurs son patrimoine. Un certain nombre de villas vont être classées monuments historiques. Donc l'attrait, la redécouverte du patrimoine à cette époque-là permet un certain réinvestissement de la ville d'hiver qui retrouve son attrait et sa dynamique. Mais néanmoins, même si entre la fin de la guerre, les années 50-60, l'engouement n'était pas tout à fait celui qu'il est aujourd'hui, la ville d'hiver a conservé toute son image intacte. Les villas sont restées telles qu'elles étaient. Et certains bâtiments, comme le Casino Mauresque, malheureusement, ont disparu. Mais la ville d'hiver a conservé son attrait, son charme, tel qu'il était à la grande époque de sa fréquentation, à la fin du 19e et au début du 20e. La plupart des villas ont conservé, comme on le voit ici, avec cette villa dont le nom est Germaine Angèle. Toutes les villas ont des noms très particuliers. Leur caractère architectural, avec ces décors assez sophistiqués, notamment ces éléments de bois qu'on voit apparaître, les balcons de bois, ces bois ciselés, ce qui a fait dire qu'on a appelé cette ville d'hiver la ville au balcon d'argent. Donc villa, l'écrin paysager a été maintenu, a été conservé, et donc cette ville d'hiver est restée un lieu unique aujourd'hui qui conserve tout son charme et son attrait. Je vais maintenant évoquer la façon dont cette ville s'est aménagée, s'est construite, comment elle a été dessinée, quels ont été les architectes. C'est donc l'ingénieur Paul Regnault de la Compagnie du Midi, qui était en même temps le neveu d'Émile Pereire, qui a dessiné, qui a fait le dessin de la ville d'hiver, qui a imaginé l'ensemble de ce grand lotissement, de ces deux lotissements qui composent la ville d'hiver. Et cette ville d'hiver, il l'a conçue comme un parc urbain. Il a voulu en faire un parc urbain, inspiré des jardins anglais, mais qu'on disait aussi influencé par la Chine. Donc on parle d'un jardin anglo-chinois, mais avec là aussi une vision hygiénique très poussée, parce que ce parc urbain était destiné à recevoir des curistes, des malades en traitement. Donc, volonté d'un traitement paysager très particulier, s'inspirant des parcs anglais, un parc anglo-chinois, mais avec une approche hygiénique très poussée. Par exemple, il affirme dans les principes qui ont généré son dessin, on devra se garder, dans la construction des habitations projetées, de suivre le règlement ordinaire de nos villes. Donc il veut se détacher de la façon dont on aménageait les villes. Des rues droites donneraient lieu à des courants d'air funestes convalescents, alors même que l'air ne sera pas froid. Les habitations nouvelles devraient être semées, il parle de semer, dans un jardin anglais et ne communiquer entre elles que par des lignes courbes. Donc il met la courbe en avant comme étant l'élément de dessin de ce parc anglais qui va organiser la ville d'hiver. Donc l'irrégularité, la courbe sont érigées en principe avec la réalisation d'allées sinueuses
Pardon pour cette interruption. Donc, je disais qu'effectivement, la courbe, l'irrégularité deviennent la règle, avec la réalisation d'allées sinueuses qui vont s'adapter au relief de ces dunes, de ces plusieurs dunes, qui vont d'ailleurs être reliées entre elles par des passerelles qui existent encore aujourd'hui. Cette composition d'ensemble et d'aménagement paysager va aussi s'organiser pour laisser des vues sur le bassin, organiser des contrastes entre les espaces fermés, les espaces ouverts, ménager des horizons, des vues ouvertes. Et donc, à partir de ce plan, et tout au long des allées sinueuses, en courbe, va s'ériger ce semis de villas. Donc, c'est Paul Regnault qui parlait de semer des villas. Ce semis de villas qui vont être toutes différentes les unes des autres, mais qui vont puiser leur référence dans un éclectisme architectural susceptible de développer un art de l'évasion dans le temps et dans l'espace. Cet éclectisme architectural, du fait que toutes les villas seront différentes, sera aussi un élément révélateur du goût et du statut social des différents propriétaires. Chaque propriétaire veut s'identifier dans sa villa, se faire reconnaître par son architecture. C'est un élément de reconnaissance important pour le statut social des propriétaires. Il en résulte une très grande richesse architecturale, mais aussi une grande exubérance, qui va donc donner à la ville d'hiver, encore aujourd'hui, son attrait, ses caractéristiques et tout son charme. Les premières villas construites par Émile Pereire dans son lotissement, dans sa propriété, donc au pied de sa villa, qui vont être destinées à accueillir une clientèle de curistes, étaient à l'origine construits sur le modèle d'un chalet suisse. C'est le chalet suisse qui a servi de modèle pour la construction de ces premières villas locatives du lotissement d'Émile Pereire. 150 villas ont été construites sur le même modèle, mais évidemment avec des variations, construites entre 1863 et 1865. Et donc, malgré certaines variantes, elles obéissaient toutes à une même composition, basée sur un volume unique, de forme rectangulaire, sur une base rectangulaire, et organisant une symétrie de façade et de toiture. Le soubassement, on le voit sur cette image, est en moellon. Le premier étage est en briques et avec un appareillage de briques et de colombage. Donc l'utilisation de matériaux divers, les moellons, les briques, le colombage, ce bois ciselé, confère à ces chalets, sur un modèle unique, une polychromie et une grande diversité, malgré une certaine uniformisation des matériaux et des constructions. En fait, toutes ces constructions vont chacune développer une petite différence par rapport aux autres. Et donc, partant d'un même modèle, chaque villa va créer sa propre image avec des différences dans les balcons, dans les bois, dans la toiture. Parfois, de manière assez sophistiquée, comme on le voit ici, assez poussé dans cette villa Cecilia, cet ensemble d'escaliers, de galeries, de balcons, de bois, qui lui donne cet aspect important, mais on est sur le modèle du chalet de base, qui a été sophistiqué un peu à l'extrême. On le retrouve bien sûr dans la villa d'Émile Pereire, qui aussi a développé des galeries, des éléments de toiture importants, du bois ciselé, ses colombages à plusieurs niveaux. Donc, il donne cet aspect imposant. Beaucoup de villas donc, vont se construire ou se reconstruire sur la base de chalets. Ces deux villas, par exemple,
sont issus d'un premier chalet qui a été racheté par un propriétaire et qui lui ont donné cet aspect nouveau, plus sophistiqué, en rehaussant d'un étage, parfois de 2 étages, pour lui donner cet aspect beaucoup plus important, plus exubérant, plus riche dans son décor et son architecture. Et tout ça est parti du modèle de base de ce chalet issu du modèle du chalet suisse. Et puis, après 1870, on va voir une deuxième période de construction. C'est la période où on voit arriver dans la ville d'hiver cette clientèle qui dépasse les frontières de la France, des Anglais, des Russes, des Autrichiens, des Italiens, et donc qui arrivent avec leur propre modèle. Et leurs propres modèles sont souvent des modèles issus d'architecture noble, de châteaux médiévaux, de cottages anglais. Et donc, cette période va voir se développer des villas qui vont essayer de se rapprocher de ces châteaux médiévaux, ces cottages, ces architectures d'inspiration coloniale. On est à la fin du 19e siècle, 1970. C'est la période où le néo se développe, beaucoup néo-classique, néo-renaissance, néo-médiéval. Et donc, ces villas vont effectivement développer l'architecture néo-renaissance, néo-médiévale, néo-hispano-mauresque. C'est par exemple le cas de cette villa, Castelmar, construite par un des grands architectes de la ville d'Arcachon, Marcel Ormière, qui va construire plusieurs villas dans des styles différents. Cette première villa, Castelmaret, dans un style néo-classique, assez simple, villa d'ailleurs qui sera habitée par Pierre Bonnard, qui réalisera des œuvres importantes. Ou cette villa Cyrnos, également construite par Marcel Ormière, où on voit ces colonnades, ces 3 niveaux de colonnades qui font penser à une villa palladienne, donc d'un style néo-palladien, tout à fait un peu exubérant et adapté à cette architecture. Les références seront donc diverses, références à des châteaux médiévaux, par exemple la Villa Faust sur la gauche, qui est inspirée de l'architecture médiévale, au centre d'architecture Louis XIII, avec un jeu d'appareillage, de relations entre la pierre et la brique, caractéristique de l'architecture Louis XIII en France. Et puis à droite, plutôt une inspiration hispano-mauresque, avec là aussi des jeux, des rapports entre la brique et la pierre qu'on trouve dans ces architectures hispano-mauresques. On va les voir plus précisément sur les photos suivantes. On voit la Villa Faust, qui apparaît ici en photo telle qu'elle est aujourd'hui, donc faisant référence bien sûr à une architecture médiévale, avec son donjon, cette colonnade, cette galerie avec des colonnades, ce crénelé, donc tout à fait caractéristique de l'architecture médiévale. Là encore, cette architecture telle qu'elle est aujourd'hui, elle résulte d'une transformation d'une précédente villa qui a été reconstruite par son propriétaire pour lui donner l'aspect qu'il a actuellement, donc reconstruction dans les années 1880 et 1890. À gauche, la villa Giroflée, donc avec cette architecture d'inspiration Louis XIII, on voit ce jeu de briques et de pierres qui rappelle cette architecture Louis XIII qu'on trouve en France, dans différents lieux, différents châteaux qu'on peut voir en France. Et à droite, la villa Teresa, donc d'inspiration plutôt hispano-mauresque, avec ce rapport entre cette partie en briques et cette partie en pierre qui évoque en effet ces architectures hispano-mauresques. La Villa Teresa, en outre, possédait un décor intérieur très riche, avec des plafonds peints, qui subsistent encore en partie aujourd'hui. Et cette villa a servi de cadre pour le roman de Dominique Bonnat, La ville d'hiver, qui se passe bien sûr à la ville d'Arcachon. Et c'est la Villa Teresa qui est l'élément clé du roman de Dominique Bonnat, La ville d'hiver.
Ces deux villas ont été construites par un autre architecte qui a beaucoup construit dans la ville d'Hiver, Ferdinand Puy-Gibet. Et puis, villa importante, très connue dans la ville d'Hiver, la villa Brémontier. Donc la villa Brémontier est intéressante parce que c'est une sorte de mixte entre le chalet d'origine qu'on voit dans cette partie un peu en arrière-plan, et puis une référence plus médiévale avec cette tour en premier plan. Donc une architecture qui essaye à la fois de reprendre le modèle originel, mais qui compose avec l'époque, de s'enrichir d'éléments plus caractéristiques de cette richesse architecturale néo-médiévale qu'on trouve après ces années 1870. La voilà dans la réalité d'aujourd'hui, avec cette tour qui apparaît en premier plan et qui lui donne un peu cet aspect de fortification qu'on voit apparaître aujourd'hui, mais qui montre bien en fait un peu ce mixte entre la partie anciennement chalet et la partie plus fortification telle qu'elle apparaît aujourd'hui. Les références sont aussi aux villas italiennes. On voit typiquement là une réplique de villa italienne qu'on peut trouver dans la campagne romaine ou en Toscane. Cette villa, c'est la villa Alexandre Dumas, qui a été construite pour un financier parisien, le financier Daniel Ifla, qu'on appelait aussi Osiris, et qu'il a construite sous le nom de Osiris, la villa Osiris à l'époque, qui a été reprise après par un autre propriétaire, qui lui a donné le nom de villa Alexandre Dumas, même si Alexandre Dumas n'a jamais mis les pieds dans cette villa. Mais c'était par affection ou par amour pour l'œuvre d'Alexandre Dumas que le propriétaire l'a appelé Alexandre Dumas. Les références sont aussi des références coloniales. C'est l'époque des conquêtes coloniales, c'est l'époque des grandes expéditions universelles, et donc on va aussi puiser des références en dehors de l'Europe de ce qu'on aperçoit aux expositions universelles, dans ces conquêtes coloniales. Donc par exemple, cette villa, la villa Greg Costan, qui est une villa construite par un Écossais qui avait fait appel à un architecte londonien. Et donc, on voit les références anglaises aux colonies avec ces galeries, ces belvédères, ces oriels qui apparaissent clairement dans cette architecture. Des décors aussi inspirés des colonies, dans cette villa Trocadéro, avec ses balcons très riches en décoration, qui font référence bien évidemment à un décor colonial. Là aussi, c'est une transformation d'une villa qui était plus sobre auparavant et qui a été réaménagée et à qui on a donné ce décor tout à fait particulier. Donc on voit ces décors dans plusieurs villas, cet escalier de bois ciselé très caractéristique. Encore une fois, on a appelé la ville d'Hiver la ville au balcon d'argent, avec ces décors de bois qu'on voit apparaître dans ces différentes villas. La villa Diane, qui est à droite, est une villa qui a changé de nom, qui s'appelait Graciosa lorsqu'elle a été construite, et une villa dans laquelle a résidé Louise de Heredia, qui était la fille de José Maria de Heredia, et qui était l'épouse de Pierre Louis, qui a résidé plusieurs mois dans cette villa de la ville d'Hiver. Les deux filles de José Maria de Heredia fréquentaient assidûment la ville d'Hiver. Un mot sur Gabriele D'Annunzio. On ne peut pas parler de la ville d'Hiver sans évoquer Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio donc, a séjourné, a vécu à Arcachon,
entre 1910 et 1915. Il a passé 5 ans à Arcachon, un peu pour fuir les dettes qu'il avait contractées, fuir les ardeurs de certaines de ses maîtresses. Il est d'ailleurs poursuivi à Arcachon, comme j'ai dit, par la comtesse Golubeff. Et donc, il s'était un peu réfugié à Arcachon. Il n'a pas véritablement habité dans la ville d'hiver. Il habitait dans une villa du Moulot, à proximité, mais il a fréquenté, il a participé à la vie de la ville d'hiver de manière très précise. Et il avait, vis-à-vis de la ville d'hiver, un sentiment complexe. Un sentiment à la fois partagé de mépris et de fascination. On le voit ici entouré de ses lévriers. Il se promenait avec ses grands lévriers blancs. Et donc, c'était un personnage qu'on voyait passer dans la ville d'hiver, fréquenter la société de la ville d'hiver. Mépris, lorsqu'il décrit la ville d'hiver ainsi, chaque façade portait, inscrit en lettres nouveau style, un nom prétentieux, fourni par la mythologie, la botanique, les fastes civiques ou la bêtise sentimentale. Chaque intérieur devait avoir son vase de fleurs artificielles ou, sous un globe de cristal, un gros épineux. Son horloge à coucou pour rappeler le bonheur ou la mort. Fascination aussi quand il écrit, durant son séjour à la ville d'hiver, un court roman, La Leda sans signe, qui est l'histoire d'un amour impossible entre un homme qui rencontre une inconnue lors d'un concert de Scarlatti donné dans les salons du casino Mauresque, et cet homme tombe amoureux de cette inconnue, et évidemment cette inconnue est malade, et donc l'amour entre les deux est un amour impossible. L'histoire n'a pas un très grand intérêt, mais ce qui est intéressant, c'est la description qu'il fait de cette atmosphère de la ville d'hiver, de cette atmosphère de fin de siècle, où la ville d'hiver accueille les phtisiques, dans ce qu'il appelle cette zone de maladie, d'agonie et de mort, où la mort est présente en permanence, comme il le dit dans Leda sans signe, dans la Leda sans signe. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au cours de son séjour à Arcachon, D'Annunzio écrit son martyre de Saint-Sébastien. Et il demande à Claude Debussy, qu'il a rencontré à Arcachon, d'écrire la musique pour en faire un ballet. Et donc il envoie une lettre à Claude Debussy pour lui demander effectivement, il supplie Claude Debussy d'écrire la musique du drame lyrique et religieux, esquissé dans l'air des pins, de ces pins arcachonnés qui lui semblaient, à cause des blessures par où coule le sang, blanc de la résine, des symboles de son archer doré traversé par les flèches. Et donc Debussy est emballé par la demande de D'Annunzio, va répondre très positivement et va se mettre à écrire la musique du martyre de Saint-Sébastien de D'Annunzio. Un mot maintenant sur la peinture à Arcachon, les peintres qui ont fréquenté Arcachon. Les premiers peintres sont d'abord évidemment des peintres de la région. Ce sont des peintres de la région, des peintres de Bordeaux et de la région, en particulier Louis-Augustin Auguin, dont on voit ici une peinture, et Adrien Dosat, deux peintres bordelais bien connus dans la région, qui ont fait des peintures d'Arcachon, du bassin, de ses pins, des dunes, à la manière un peu des peintres de Barbizon, à la fois s'attachant à rendre un peu la nature sauvage de ces lieux, mais en même temps le caractère poétique, élégiaque de cette nature du bassin. Donc on voit ici une peinture de Louis-Augustin Audin. Et puis, ce sont les impressionnistes qui vont s'intéresser, en particulier Manet, qui va s'intéresser à Arcachon. Manet vient, après la 70, se réfugier dans le sud-ouest, vient dans le sud-ouest, toute sa famille s'est réfugiée pendant la guerre de 70, et de l'endroit où sa famille s'est réfugiée, il loue une villa à Arcachon et passe plusieurs séjours à Arcachon, d'où il fait plusieurs peintures. Sa première peinture est bien connue, cette peinture d'intérieur
villa, avec cette vue sur le bassin, il représente sa femme, mais également Léon, qui est le fils de sa femme, qui n'est pas le fils de Douarnenez, qui est le fils de sa femme, et une peinture très caractéristique de sa période d'Arcachon. Cette vue, d'ailleurs, inspirera, on le verra tout à l'heure, Pierre Bonnard, qui fera une vue aussi de sa salle à manger donnant sur le jardin. Et donc, Manet va réaliser également quelques vues du bassin, dont plusieurs vues dans des atmosphères différentes, pour cette vue sous un ciel un peu orageux. Toulouse-Lautrec fréquente Arcachon. La mère de Toulouse-Lautrec a acquis en Gironde le château de Malromé, et donc Toulouse-Lautrec vient régulièrement à Malromé, et de Malromé, il fait des séjours à Arcachon. Mais Arcachon, ce qui l'intéresse à Arcachon, c'est plutôt la mer. Il est attiré par la mer, par la voile, il fait des régates, il pratique la pêche, et donc il va peindre des scènes plutôt ayant trait à la mer. Donc on voit cette scène qui est l'avant de son yacht Cocorico, sur lequel il navigue et avec lequel il fait des régates, qui est une scène inspirée de la vague japonisante de l'époque, à partir de laquelle il va travailler à plusieurs reprises. Mais les peintures de Toulouse-Lautrec d'Arcachon sont des peintures qui seront essentiellement centrées sur le côté maritime du bassin. Et puis, d'autres peintres bien connus, peintre bordelais, Albert Marquet, vient souvent à Arcachon, connaît bien Arcachon, vient séjourner à Arcachon, notamment avec sa femme, qui n'est pas originaire de la région, et à qui il fait découvrir Arcachon. Et donc on voit là, plusieurs peintures d'Albert Marquet du bassin d'Arcachon. On voit l'atmosphère rendue par Albert Marquet. Ce qui l'intéresse, c'est pas le rendre le paysage, c'est davantage l'atmosphère. On voit ces lignes, ces couleurs, cette harmonie de couleurs, ce jeu de couleurs entre le ciel, la mer, le sable. Et c'est ça que veut rendre Albert Marquet. C'est pas le paysage en tant que tel, c'est ce jeu de couleurs, ces harmonies, ces variations de couleurs qui nous fait ressentir dans ces tableaux. André Lotte vient à Arcachon, passe une partie de l'été 1917 à Arcachon avec sa femme, pour qui l'air des pins fait du bien à ses poumons. Et il écrit d'ailleurs à son ami Jacques Rivière, nous sommes sur le bassin d'Arcachon, un endroit magnifique, tout à fait césanien, où je travaille sur la direction occulte du plus grand et du plus compliqué des maîtres. Donc influencé, il se met sous la coupe de Cézanne, influencé par Cézanne, mais en même temps il découvre le cubisme, et donc il peint plusieurs toiles, fasciné par les paysages de ces peints, qu'il décrit ainsi. Les peints, ils sont très beaux, d'un vert puissant, et d'une architecture cubiste, ravir l'esprit le plus réfractaire aux combinaisons de droite et de courbes. On voit ces peints, on voit effectivement sur ce tableau très bien l'influence de Cézanne, mais en même temps l'évolution qui se dessine vers le cubisme, sur lequel il va travailler par la suite. Et puis j'en viens à Pierre Bonnard, qui va séjourner souvent à Arcachon. Il vient à Arcachon parce que sa sœur, André Bonnard, est très liée à Claude Terrasse. J'ai parlé tout à l'heure de Claude Terrasse, ce musicien, compositeur, pas très connu, mais important, qui donc était professeur de musique au collège Saint-El, chez les Dominicains à Arcachon. Et André Bonnard, la sœur de Pierre Bonnard, est très liée, et elle va même épouser Claude Terrasse, elle deviendra la femme de Claude Terrasse. Et donc, Claude Terrasse et sa femme invitent Pierre Bonnard à venir séjourner à Arcachon. D'abord, dans la villa qu'ils occupent, villa au nom prédestiné de Villa Bac, et donc Pierre Bonnard fait quelques toiles où il évoque la villa où réside le couple Terrasse, cette villa Bac. On voit sur la peinture de gauche l'évocation de sa sœur,
David Labac, et puis bien sûr l'éducation de la musique dans cette vie de Labac, dans l'œuvre de droite. Il est fasciné par Arcachon, par l'atmosphère d'Arcachon, mais il va mettre un peu de temps avant de peindre véritablement le paysage d'Arcachon. Il le décrit comme suit, mais sans véritablement à ce stade encore le travailler. Il faudra attendre quelques années avant qu'il ne peigne le passage d'Arcachon. Il le décrit comme ci. Arcachon, 4 taches. Vert foncé les sapins, vert clair la mer, jaune de sable, bleu le ciel. On n'a qu'à changer les taches de dimension et l'on peut faire 20 vues différentes. Pourtant, il va attendre quelques années. C'est seulement en 1911, il passe une partie de l'hiver 1911 à Arcachon avec sa femme, à qui il a aussi l'air de la forêt landaise, l'air de la vie d'hiver fait du bien. Et il peint sa première toile, c'est l'œuvre de gauche, du bassin d'Arcachon. On retrouve là aussi, comme chez Toulouse-Lautrec, une certaine influence du japonisme qui commence à se faire jour dans la peinture française à cette époque-là. Cette œuvre s'appelle Marine à Arcachon, est une œuvre importante. Et puis, quelques années après, en 1920, il peint cette deuxième toile du bassin d'Arcachon, Marée basse à Arcachon, qui fait superposer effectivement le ciel, la presqu'île du Cap-Ferré, le bassin, le sable, avec cette pinasse très caractéristique, la pinasse échouée sur le banc de sable, la mer couleur argent, et cette organisation, cette structure en bande va être aussi un élément assez important dans la peinture de Pierre Bonnard. Et puis, c'est lorsqu'il réside là dans la ville d'hiver, dans la villa Castelmarais, qu'il réalise cette peinture importante dans l'œuvre de Pierre Bonnard, Conversation à Arcachon. C'est une peinture importante parce qu'elle marque une évolution dans sa peinture. Elle tourne une évolution vers davantage de modernité. Les tons, le cadrage, les variations de tons sont des éléments assez nouveaux pour Pierre Bonnard. Et à partir de là, il va développer effectivement une peinture qui va évoluer, mais qui va reprendre des éléments de cette période. Deux œuvres aussi très importantes est à Arcachon. La vue de la salle à manger sur le jardin. Là aussi, on retrouve, vous voyez, les tons mauves qu'on retrouve dans ces tableaux et qu'on voyait précédemment dans Conversation à Arcachon vont être des éléments forts de la peinture de Pierre Bonnard à partir de ces moments-là. Le tableau de droite est très important, Nuit à la baignoire, qui est à Pompidou aujourd'hui. Celui est une peinture très importante dans l'œuvre de Pierre Bonnard. Un petit clin d'œil également sur les surréalistes. Les surréalistes ont fréquenté Arcachon. Là, c'est le photographe Man Ray qui a fait quelques séjours à Arcachon. Et donc, c'est une photo, évidemment, de Man Ray qui apparaît ici. Man Ray a pris en photo cette journaliste de mode allemande, Hélène Essel-Grund, qui apparaît sur le sable à Arcachon, cette vision photographique de Man Ray. Hélène Essel-Grund est connue parce que c'est elle qui a inspiré le film de Truffaut, Jules et Jim. Voilà, j'en ai terminé avec la vie d'hiver et maintenant je vais, mais très rapidement, montrer quelques éléments importants du bassin d'Arcachon. Ce premier élément pour les amoureux d'architecture, cette villa, la villa Tétis, construite par cet architecte, ce fameux architecte Art déco, Roger-Henri Expert, né à Arcachon, qui a construit 5 villas Arcachon, dont la plus importante est cette villa Tétis, que l'on peut observer depuis la place d'Arcachon, dans un style Art déco, mais un peu néo-paladien, tout à fait particulière et remarquable. Roger-Henri Expert est un architecte
assez connu, très connu parce qu'il a notamment fait les décors du pont du navire Normandie. On connaît aussi pour le jardin et les grandes fontaines des jardins du Trocadéro. Donc un architecte important, né à Arcachon, et qui a réalisé plusieurs villas à Arcachon. Donc cette villa est tout à fait exceptionnelle et se voit facilement depuis la place d'Arcachon. On ne peut pas évoquer le bassin d'Arcachon sans parler de la dune du Pilar, la plus haute d'Europe, site majestueux, exceptionnel, qui domine le bassin, et qu'il faut gravir pour en voir toute la grandeur et la majesté et la vue qu'on peut avoir, bien sûr, sur le bassin. Les cabanes chanquées sur les oiseaux du bassin d'Arcachon, qui sont un des emblèmes du bassin, bien sûr, il faut y aller en bateau, mais ça mérite le détour. Ce sont des éléments tout à fait importants, ces cabanes sur pilotis, au milieu du bassin, sur l'île aux oiseaux. Les villages ostréicoles, à la fois à l'arrière du bassin, mais également au Cap Ferré, qui sont des lieux emblématiques du bassin d'Arcachon, avec leur architecture tout à fait caractéristique. Le banc d'Arguin, à la sortie du bassin, réserve naturelle pour les oiseaux, malheureusement très fréquenté par les plaisanciers pendant l'été, mais un lieu important, naturel, exceptionnel, qui abrite pendant une faune, évidemment, une faune d'oiseaux tout à fait importante. La faune d'oiseaux est très présente sur le bassin, mais également au fond du bassin, la réserve ornithologique du Tech, où on peut observer toute cette faune d'oiseaux, notamment lors d'immigration qui remonte d'Afrique vers le nord de l'Europe. Et puis, j'en termine par le cours de la Laire, qui arrive sur le bassin, avec cette végétation luxuriante, qui est tout à fait particulière, sur laquelle on peut naviguer tout à fait agréablement sur le à la fois le rivage et le cours de la Laire. Et pour terminer cette vue, depuis bien sûr la dune des Pins Boisés, avec cette vue sur le bassin, les sables et la presqu'île du Cap Ferré qui apparaît au lointain. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Quelques informations sur les prochaines conférences. Lundi prochain, une conférence sur les Vikings, une saga européenne. Et je crois qu'il y a une petite erreur dans l'horaire, c'est pas 17h, c'est 14h30, avec Laurent Abry. Le jeudi 16 juillet à 14h30, Vienne, de Mozart à Sissi. Et puis le 17 juillet, les peuples normands dans les Pouilles, en Italie, avec Thierry Soulard. J'ai pas répondu à des éventuelles questions qui apparaissent dans le chat. Je vais peut-être essayer d'y répondre. Je remonte dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions sur lesquelles je peux apporter des éclaircissements. Par exemple, est-ce que les villas se visitent sous statut privé? Beaucoup de villas sont privées. Quelques-unes sont dans des établissements publics. Et donc, certaines villas se visitent. Il y a des visites organisées, pas toutes les villas bien sûr, mais certaines villas dans des circuits organisés peuvent en effet se visiter. Et puis bien sûr, celles qui sont des établissements publics peuvent aussi recevoir du public plus facilement. Très bien, écoutez, merci de votre attention. Donc, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous donnera envie d'aller faire un tour sur le bassin d'Arcachon et visiter la ville d'hiver.